Depuis ce matin, vous avez eu, alors j'étais pas là, mais j'ai compris que vous aviez eu une pléiade d'intervenants sur des registres assez divers, du plus charnel, racontant l'entreprise, peut-être à des gens qui étaient sur d'autres registres, très intéressants, mais plus globaux, qui proposaient des grilles de lecture. Dans tout ça, le consultant, il est un peu entre les deux. Hein, c'est-à-dire que d'où je parle aujourd'hui, c'est pas si simple que ça à définir. Du point de vue des universitaires, je suis un charlatan qui me permet parfois de toucher des idées qui ne m'appartiennent pas. Et du point de vue des entreprises, je suis un consultant. Donc un consultant, il n'est pas vraiment dans l'entreprise. Alors l'avantage, le consultant, il est un peu nulle part, mais au moins il observe. Et ce que je vais vous raconter là, c'est le fruit d'observation dans mon métier de consultant. Alors j'ai été pendant plus de 10 ans en entreprise sur des responsabilités RH, donc je n'ai pas que ce sang-là dans les veines, mais néanmoins. Alors, le point d'entrée de la réflexion, c'est que si on parle beaucoup depuis 2, 3, 4 ans de confiance, etc., il me semble à moi en tout cas que la mémoire de cette évolution est un peu plus lointaine. Pour ma part, c'est au moins il y a une douzaine d'années que j'ai vu frémir c'est certaines conditions de travail, certaines conditions au travail qui posaient de vraies questions. Alors, difficiles à qualifier, etc. Ça devait être en 2002-2003, j'étais dans une entreprise qui introduisait un système d'évaluation généralisé sur les cadres, et j'avais consulté des consultants. Et j'étais tombé face à quelqu'un de très sérieux qui m'avait expliqué qu'un système d'évaluation, c'est assez simple, en fait. Par fonction, il existe des processus normatifs. Sur chaque processus normatif, on a des indicateurs clés, 15, 20, 25, 30. Donc, il suffit à une entreprise de se baser sur ces listes, et d'en sélectionner 5 qui correspondent à ses priorités. Donc à l'époque, c'était 2002-2003. Aujourd'hui, je pense que chez beaucoup de clients, aujourd'hui, ce genre de discours fait un peu frémir. À l'époque, il interrogeait, on pouvait dire non, c'est quoi cette histoire, mais je pense qu'on n'était pas très clair. Donc la petite histoire qu'on raconte ici, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui conduit une relation, un équilibre, des attentes réciproques entre une entreprise et ses salariés, petit à petit vers une situation de déséquilibre. Et tout ça, bien sûr, n'explose pas un jour. C'est un mouvement sur le moyen terme. Voilà. Donc, je vais parcourir 3 thèmes. J'ai pas oublié qu'on parlait de reporting, même si je ne serais pas frontalement reporting, mais je pense qu'on en viendra quand même à des données de ce type. Je vais d'abord parler très rapidement de la confiance quand même, parce que c'est un concept tellement mou, c'est un concept tellement difficile à définir. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de définition totalement satisfaisante. Donc quand même se mettre quelques idées sur la confiance dans la tête et sur les conditions de la confiance. Après, je développerai la notion de contrat. Alors le contrat, c'est à la fois un bon mot, mais c'est un mot très trompeur. On entend tout de suite contrat juridique, contrat c'est très formel, etc. Alors que l'idée qu'on essaye de nommer, c'est ce qui conditionne l'équilibre d'une relation entre deux parties. Donc le mot contrat, alors j'aime encore moins personnellement le mot contrat social ou contrat moral qu'on utilise assez souvent aujourd'hui, parce que je trouve qu'ils ont encore d'autres connotations. Voilà. Et puis on arrivera, on va dire, à la grille de lecture de tout ça qui conduit à l'enjeu de juste distance. C'est comme ça qu'on le qualifie, nous, aujourd'hui. Et j'essaierai de nourrir dans toute la mesure du possible ma présentation de quelques exemples concrets. Donc très formellement, j'ai trois contrats anonymisés qu'on a réalisés chez des clients dans des contextes divers, différents, ce qui nous permettra de voir un peu de quoi on parle et comment méthodologiquement, enfin, en termes de praticiens, on peut utiliser cette approche. Alors, voilà, donc juste quelques mots sur la confiance. Donc je disais concept très mou, ça va de soi. Là j'ai tiré une citation des mémoires de Jean Monnet, qui je pense était quelqu'un qui savait créer la confiance, et sa définition toute simple, toute limpide, à la limite du truisme, me semble assez convaincante. C'est bien par la simplicité qu'on y parvient. Alors derrière, la confiance est très très puissant. Un des premiers penseurs à formaliser à réfléchir systématiquement autour de la confiance, enfin systématiquement non d'ailleurs, à aborder le thème de la confiance, c'est Georges Simmel, donc un des pères de la sociologie allemande, il y a un siècle, qui a qualifié, j'ai retiré cette citation, une force synthétique, la plus synthétique des forces. Et on est bien là dans cette notion de confiance qui est pas un objet analytique qu'on décompose et qu'on manipule bout à bout. On est tout de suite dans la synthèse, on est tout de suite dans un mouvement. Au cœur de l'action collective. Alors après, il y a de façon plus récente, sur les 15, 20, 30 dernières années, il y a beaucoup d'académiciens dans le domaine du management qui ont questionné la confiance et ses conséquences, et un certain nombre de points. Alors toujours, je ne sais pas si on peut qualifier ça de totalement scientifique, mais c'est étant dit, les cœurs convergent pour mettre en évidence en quoi la confiance est un levier de performance au sens innovation, au sens réactivité, enfin tout ce qui naît d'un collectif.
En termes de management du savoir, la confiance met les individus qui sont gestionnaires, enfin, qui sont porteurs d'un savoir en situation autonome vis-à-vis de leur savoir. Ils savent à quel pas. Ils prennent les initiatives qu'il faut vis-à-vis de gens qu'il faut. Donc bien sûr, ça fluidifie et ça tend à l'innovation. Il y a un lien direct, ça largement étayé, entre confiance et engagement, etc. On reviendra sur ce dernier point. Et puis, alors, c'est pas modérateur le bon mot, c'est plutôt solidité. Il y a aussi un autre phénomène qui me semble très intéressant dans la confiance, et on finira sur ce petit point, c'est que la confiance, c'est solide. Plus il y a de confiance, moins on est vulnérable aux ruptures de contrat, aux déchirures de contrat, c'est-à-dire plus des manquements au contrat, moins des manquements au contrat en défait quand on a la confiance. Et à l'inverse, la confiance démultiplie les effets d'ADOD. Donc voilà, la confiance, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose qui visiblement est assez puissant. Sur les définitions de la confiance, je me permets d'insister sur 2 points. Donc, la plupart des définitions contemporaines tournent de la confiance état d'esprit. Et parmi les mots qui me semblent très importants, il y a le mot vulnérabilité. Quand on parle de confiance, et ça, me semble-t-il, on touche déjà le management, parce que dire à un manager qui peut être vulnérable, ce n'est pas forcément le discours dominant. Ceci étant dit, c'est un facteur de confiance, et ça, enfin, je pense que ceux d'entre nous qui allons parfois sur ce terrain, on peut le constater. Et l'autre élément important de la confiance, c'est la notion d'attente favorable, d'attente positive vis-à-vis de ce qui va arriver de la part de l'autre. Bon. Puis il y a un deuxième point, bon, passons vite, mais je le trouve moi personnellement intéressant, mais il y a deux, dans la construction de la confiance, il y a 2 approches. On va caricaturer, c'est plus compliqué que ça, enfin on peut être entre les deux, mais si on caricature, il y a ceux qui considèrent que la confiance est un phénomène purement cognitif, c'est-à-dire je fais mon calcul de probabilité dans ma tête à partir d'un certain nombre d'informations, et j'estime que s'il y a 72% de chances que ça arrive, je fais confiance. C'est probablement une partie de la dynamique de confiance, mais c'est probablement pas la seule. Et puis il y a ceux qui se situent beaucoup plus dans le domaine de l'acte de foi. C'est encore une citation de Simmel. Donc qui considère que la confiance est une donnée émotionnelle qui correspond à un pari de l'individu. Voilà, c'est intéressant parce que là aussi, ça renvoie au fonctionnement d'entreprise. On a, me semble-t-il, beaucoup pensé depuis 20 ans que la confiance, c'était voilà, donnant-donnant, tout est clair, etc. Donc il y a confiance. Il semble que la pratique prouve que ce ne soit pas si simple que ça, même si cet aspect est très présent. Voilà. Et puis alors, pour faire le lien avec le contrat, là encore quelque chose de très très simple, et là aussi c'est du bon sens. En fait, à l'arrivée, la confiance, c'est walk the talk, comme disent les Anglais. C'est encore la définition la plus succincte que l'on puisse trouver, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit ou de dire ce qu'on fait. Et donc, il faut parier, prouver, parier, prouver, parier, prouver. Et ce cercle est vraiment vertueux. On le verra à travers un certain nombre d'exemples. Pour prouver, il faut bien un engagement, et c'est là que le contrat intervient. Et surtout, derrière le contrat, la notion d'explicitation des choses. Donc voilà. Voilà un peu le cadre global pour rentrer sur le contrat. Alors le contrat, c'est une idée. Alors donc on parle bien sûr, je crois qu'on est clair, on ne parle pas stricto sensu du contrat de travail, même si le contrat de travail est un élément du contrat global, bien évidemment, c'est d'ailleurs souvent le seul qui soit explicitement formalisé. Quand on travaille pour une entreprise, on va passer très vite là-dessus, il est bien évident qu'on a beaucoup d'attentes dans la tête. Certaines explicites vis-à-vis de notre employeur, d'autres implicites, d'autres explicites mais floues néanmoins, voilà. Et c'est vrai de la part de l'employeur. Alors bon, ça se joue lors du recrutement, ça se joue lors des contacts avec les collègues, etc. Et on vit beaucoup sur ces attentes. Et c'est vrai chez un employeur, mais c'est vrai aussi de notre comportement sociétal en France. On voit que les Français ont un certain nombre de choses dans la tête qui les différencient d'autres pays et qui peut expliquer qu'ils réagissent différemment à des contextes donnés. Je vous avais du tout, c'est peut-être vous en avez déjà parlé aujourd'hui, notez que dans Le Monde d'hier soir, l'article sur le travail mettait en évidence le très fort attachement des Français à leur travail. Ce qui est bien au cœur du sujet que nous évoquons, la relation au travail des Français est assez spécifique. Alors derrière, il y a une notion qui, elle, est académique, ce qui s'appelle le contrat psychologique. Ça, c'est une notion qui a une cinquantaine d'années maintenant, qui consiste justement à essayer de creuser, à essayer de décrire, à essayer de formaliser l'ensemble des engagements réciproques, des attentes réciproques entre un employeur et ses collaborateurs. Alors on arrive à l'idée, bien sûr, qu'il n'y a pas de contrat unique, il y a autant de contrats que d'entreprises, voire qu'il y a autant de contrats que d'individus, c'est pour ça qu'on parle de psychologique. Voilà. En plus, le contrat est évolutif, il s'ajuste dans le temps, donc il y a 2 ans, je n'avais pas la même relation avec mon employeur qu'aujourd'hui, donc voilà, on est sur cette dynamique. Et dernier élément commun à tous les contrats, un contrat ça se juge toujours a posteriori, ce qui rend toujours l'exercice risqué, renvoie au pari. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
juste pour dire qu'est-ce que... Ça, c'est bon, c'est une schématisation, mais de quel ordre de quoi est composé le contrat qui nous lie à notre employeur? On a un contrat réel, hein, on va dire c'est largement le contrat de travail, mais pas forcément seulement. Hein, les conventions collectives, un certain nombre de choses peuvent porter contrat formel. On a aussi non, je me trompe, ça c'est le contrat explicite. Hein. On a un contrat implicite. Ça, c'est la communication d'entreprise, c'est vous aurez une belle carrière chez moi. C'est quand même, ça fait partie du contrat, dans la tête du jeune qui est embauché dans l'entreprise, ça fait partie du contrat, mais c'est à la fois explicite, mais c'est quand même très implicite, parce qu'après ça va vivre, on ne sait pas trop ce qui va se passer, etc. Il y a le contrat réel, c'est-à-dire ce qu'on constate qui s'opère vraiment, et puis il y a le contrat qu'on interprète, parce que la même chose donnée à mon voisin et à moi n'a pas le même effet sur l'individu, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de contrats. La seule conséquence qu'on peut en tirer, en oubliant tout ça, c'est qu'un contrat, pour travailler dessus, il faut l'expliciter. Hein, et ça semble absolument bête comme idée. Ceci étant dit, j'ai pu depuis 3 ans tester combien l'idée était intéressante sur un certain nombre de registres. Alors, on va essayer de rentrer là-dedans. Je vais juste fermer. Voilà, donc on va assez vite. Hein, voilà, ça c'est la forme standard du contrat, hein, point d'entrée dans la réflexion. C'est quoi les engagements réciproques? C'est absolument pas exhaustif. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Généralement, quand on intervient, on va après parcourir un certain nombre d'interventions. Quand on intervient, c'est la première question qu'on pose, c'est comment on préstructure dans votre entreprise les thèmes clés. Alors, on va toujours trouver de la rémunération, on va toujours trouver du développement de compétences, on va toujours trouver des promesses managériales. On va toujours trouver de sens et mission de l'entreprise, aussi succinct soit le contenu. Après, il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus spécifiques, quoi. Donc ça, c'est le cadre global. Alors, je prends un exemple très concret, donc pour aboutir sur un truc très concret. Donc IDRH accompagne France Télécom maintenant depuis 2 ans, hein, depuis le printemps 2010. Donc on a accompagné Bruno Mettling dans l'élaboration du nouveau contrat social et actuellement on travaille avec Bruno Mettling et ses équipes sur des démarches d'évaluation, de suivi, de rebond, etc. Bon, alors je ne dis pas que c'est un modèle, hein, c'est vraiment l'histoire d'une entreprise à un moment donné. On ne va pas d'ailleurs pas forcément trop en parler parce qu'on en parle déjà beaucoup. Disons que c'est une entreprise qui a vécu une grosse crise sociale, où lorsque Stéphane Richard et Bruno Mettling sont arrivés il y a un peu plus de 2 ans, enfin pour Stéphane Richard, au bout de quelques mois, l'entreprise, par la voix de ses dirigeants, a fait une sorte de mea culpa, hein, en mettant en avant 3 thèmes, 3 erreurs, en reconnaissant 3 erreurs. Alors, je vais me tromper, mais il y avait une erreur de pilotage. Hein, dans les 3 mots-clés de Stéphane Richard au printemps 2010, il y avait le pilotage. Il y avait, je crois, une notion de sens, et il y avait quelque chose relatif au RH. Hein, France Télécom faisant partie de ces entreprises qui, il y a 10 ans, ont supprimé les RH de proximité, tout à fait explicitement, en mutualisant, centralisant, etc. Donc voilà, au printemps 2010, la direction de France Télécom, renouvelée, confesse que oui, ils ont fait, enfin, on met des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont dérivé sur un certain nombre de registres, ces 3 registres. D'où l'idée de reprendre la main. Le corps social est cassé. Dans le fond, c'est quoi France Télécom? Enfin, vous en savez probablement autant que moi. C'est une entreprise d'origine publique, avec énormément de fonctionnaires qui se sont engagés il y a 20 ans, 30 ans, avec une idée d'un emploi à vie chez un opérateur public, qui pour beaucoup se sont engagés, comme on aime le faire en France, dans leur métier, un métier probablement passionnant, qui est un métier souvent de technicien pour les grosses masses des populations, et évolution des télécoms, évolution de l'entreprise dans les années 2000, on reconvertit tout ce beau monde, alors je caricature, mais néanmoins, sur des plateaux téléphoniques, voilà, pour répondre à un nouveau marché, à des nouveaux besoins, etc. Donc évidemment, forte rupture dans les têtes des gens, hein, quel que soit le cas. Alors beaucoup plus sensible en province qu'à Paris, bien évidemment. Enfin, on rencontre tous ces cas de figure. Toujours est-il qu'il y a une situation très grave en 2009-2010. Donc, Stéphane Richard lance son projet stratégique et demande à Bruno Mettling un pilier social. Et puis Bruno Mettling choisit de s'inscrire dans une approche contrat, qui est une approche contrat vraiment, je ne veux pas dire caricaturale, mais très forte, parce qu'elle passe par la communication. Donc déjà, on est sur un petit biais potentiel, c'est qu'on communique autour de ça. Hein, on peut très bien travailler sur le contrat ou encore plus simplement sans communiquer. En tout cas, j'ai juste pris l'exemple de ce à quoi avait abouti l'exercice qui a été distribué à tous les salariés il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2010. C'est les 6 têtes de chapitre, hein, qui correspondent profondément à des enjeux forts pour France Télécom. Le gros problème, c'est que ça n'est que des mots. Et encore plus compliqué pour les consultants, des mots qui ont déjà été utilisés et galvaudés depuis 4-5 ans. Hein, promettre des évolutions de carrière, ben, on va dire c'est facile, hein, mais bon, ça pose quand même un petit souci. En tout cas, ça a le mérite d'exister, ça se pose comme un contrat. Bon.
Alors, j'ai juste pris un deuxième exemple. Après, on verra un peu ce qui se passe depuis très rapidement. Hein, mais l'intérêt, là où la démarche de France Télécom est intéressante, même si bien évidemment, à l'instant T, j'imagine un certain nombre de sourires des salariés en ouvrant leur boîte aux lettres, c'est que la structure du contrat, c'est pas du verbiage. C'est-à-dire qu'on a des thèmes, chacun peut s'exprimer sur l'organisation du travail. Bon, on a un peu de verbe, un peu de verbiage inévitable, il faut quand même mettre un peu d'explication. Pour l'anecdote, bien évidemment, le premier mois de travail a consisté à remplir les cases verbiage avant que la réflexion avance. Et ce que France Télécom, Renault Mettling, a souhaité mettre en avant, c'est des preuves, entre guillemets. Hein. Donc tout le document qui est long, qui fait une vingtaine de pages, est structuré sur des concepts. Chacun peut s'exprimer sur l'organisation du travail et des preuves. Alors il y a ceux qui existent déjà, ce qui est en préparation. Et il y en avait entre les deux, je crois, ce qui est en cours de mise en œuvre, ce qu'on prépare pour demain, ce qui est en mise en œuvre et ce qui existe déjà. C'est là, par exemple, dans ces exemples, qu'a été mis explicitement 300 RH de proximité. Voilà, c'est-à-dire quand on parle des RH, on ne dit pas on va vous faire mieux les RH, on dit on crée 300 postes de RH de proximité. Donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est qu'on est dans l'explicitation et la preuve. Donc exemple très concret, juste pour finir sur France Télécom et pas les embêter plus longtemps, moi-même, personnellement, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de communication là-dedans. Donc moi, je connais des gens à France Télécom qui, justement, étaient très sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est intéressant, un an et demi après, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est bien sûr à France Télécom, pas comme ailleurs, pas au bout du chemin, mais c'est que la continuité de l'effort de la direction générale, du portage par Stéphane Richard, Renault Mettling et les autres, les efforts difficiles, délicats, quotidiens, alors qui marchent pas, enfin, le rappel permanent à cette dynamique, fait qu'aujourd'hui, le contrat a une légitimité beaucoup plus forte qu'il y a un an et demi. Enfin, ça, on anime actuellement des focus group dans le cadre d'une démarche, et je suis surpris, côté manager, par l'intérêt porté pour le contrat. À la limite, je voudrais dire plus le côté RH. Donc il y a une dynamique, il y a quelque chose qui se passe et des mots-clés qui s'ancrent dans les têtes. Donc on est bien dans l'explicitation de promesses et l'engagement à tenir ces promesses. Donc voilà pour cet exemple. Donc ça, on va passer vite. Voilà. Alors, j'ai pris comme premier exemple un exemple très formel, entre guillemets, qui n'est pas l'exemple le plus parlant à mes yeux. On a eu la chance de travailler pendant quelques temps, il y a 2-3 ans, pour un gros groupe industriel français, vocation mondiale, leader dans son domaine, comme on dit. Groupe à très très forte culture interne, genre de groupe où, même si on est sur des marchés extrêmement concurrentiels, mobiles, les gens font leur carrière, on va dire 80% des gens, 90% des gens s'inscrivent sur 30 ans pour l'entreprise, depuis toujours. Groupe où les gens qui restent sont des gens qui ont un attachement très très fort à leur entreprise et sous l'angle du respect. C'est le groupe, m'a-t-on dit, alors je ne suis pas un expert du domaine, mais c'est le seul groupe industriel mondial qui a des industries, des entreprises, des usines qui peuvent marcher la nuit sans encadrement, ce qui traduit bien le degré d'attachement. Autre exemple sur ce groupe, moi j'ai donc là pareil, on a fait des démarches d'explicitation, donc on a été voir un peu partout dans le monde ce que les gens avaient dans la tête concernant la relation avec leur entreprise. Et je me rappelle, moi j'avais fait ça en Chine et aux États-Unis, que des ouvriers de Caroline du Sud, il faut décoder ce qu'ils disent, tiennent le même discours dans leur relation avec leur entreprise sur les fondamentaux que des Chinois. Pour les Américains, c'était la crise, c'était il y a 2 ans, donc l'an dernier, moins 30% de salaire, tout ça, mais personne licencié, mon voisin il a vendu sa maison, moi j'ai encore mon boulot, et 6 mois plus tard, notre employeur a rétrocédé des sous parce que finalement les résultats avaient été meilleurs que prévu. Et personne n'a perdu son boulot. Donc quand vous rencontrez les gens un an après, c'est évident que leur lien avec leur entreprise est très très fort. On est bien dans ce genre de dynamique. En revanche, ce qui se passait dans cette entreprise, c'est ce qui se passe partout, c'est que les marchés sont mondiaux, c'est que la performance aujourd'hui est draconienne, c'est qu'il faut aller très vite, être flexible, voilà, donc ce que nous vivons tous. Donc les modes traditionnels de faire, les promesses que les gens avaient dans les têtes, étaient de moins en moins probablement incarnées dans les faits. Même si personne n'avait jamais rien dit ou jamais rien renié. Tout ça, c'est des processus 10, 15, 20 ans. Donc, le travail qu'on a fait a consisté, méthodologiquement, juste pour aller vite sur ces aspects, mais
Comment on travaille dans ce genre de cas? On fait d'abord le contrat historique, c'est un exercice absolument passionnant. C'est-à-dire qu'on prend un groupe de gens, alors ça dépend des endroits, hein. Là en l'occurrence c'était des cadres sup et puis les top managers, la direction. On les fait parler sur le sujet et assez facilement, il suffit d'avoir un peu de plume, on cristallise une expression du contrat. En 2-3 réunions collectives, on arrive à quelque chose d'extrêmement intéressant où tout le monde met bien le doigt là où ça fait mal tout de suite. Tout de suite, avec ce travail-là. On voit où les gens ne sont pas d'accord entre eux sur les promesses historiques et par suite, où sont les grands mouvements, etc., qui ne sont pas forcément dits. On met en contrat nous, ce qu'on appelle dissonance, les déséquilibres, et puis on travaille sur comment rééquilibrer la relation, et concrètement, ça va dire quoi en termes de management, en termes de RH, en termes de système de reporting, enfin voilà, après on peut dérouler le fil en fonction de certaines priorités. Donc dans cette entreprise, des exemples de choses fortes qui renvoient, là je pense directement au thème du reporting qui sont apparus. Il y avait, alors, crucial chez eux le thème de l'autonomie, des marges de manœuvre. C'est une entreprise où, historiquement, il y avait une énorme confiance dans l'individu, ce qui veut dire que c'est une entreprise qui refusait les définitions de fonction pendant très longtemps, qui se braquait contre tout ce genre de normalisation, et qui, bien évidemment, aujourd'hui, déploie des ouais, comme tous les groupes industriels. Donc, moi, j'avais rencontré un directeur d'usine assez catastrophé, une très très grosse usine, qui m'expliquait que le matin, il n'avait plus le droit de faire son tour de son usine, il ne pouvait faire qu'un tiers du tour de son usine, puisque la norme, maintenant, c'était de partager avec d'autres, et que donc... Voilà. Sa pratique de 20 ans de directeur probablement très confirmée était remise en cause et pour lui c'était relativement douloureux. Alors bon, on est grand garçon, mais néanmoins quand on se pose des questions. Mais ceci bien sûr se décline beaucoup plus bas dans l'organisation, à tous les niveaux et à des postes qui ont de fait beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc une vraie question. Certains d'entre vous s'imaginent peut-être de qui je parle. Il y avait dans les têtes historiquement, alors certains disent c'est plus le cas depuis 20 ans, d'autres disent bah si c'est quand même un peu ça, une phrase qui disait l'homme fait le poste, ce qui est bien on va dire l'antithèse de ce que beaucoup, enfin, ce qu'on vit depuis quand même un certain nombre de temps. Et premier exemple, donc là on a quand même des situations qui peuvent être un peu compliquées. Il y avait tout ce qui est gestion des carrières et recrutement. Comme c'est une entreprise qui gère dans la durée, qui garde les gens 30 ans, il faut avoir une entreprise très performante, il faut développer les gens sur 30 ans. Donc il faut minimiser le nombre de personnes qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à se développer, à s'adapter. Il faut que les gens soient à la fois mobiles, apprennent plein de choses, etc. Donc on les fait bouger. Il n'y a pas d'autre solution. C'est une entreprise qui, historiquement, gère merveilleusement la carrière des gens. On peut oser dire ça quand même. Totalement atypique, puisque leur filière RH est structurée par des gestionnaires justement de personnel. Pas des RRH, mais des gens qui ont des portefeuilles de salariés pour les faire évoluer. Le problème, c'est que les enjeux de performance, les enjeux d'excellence d'aujourd'hui rendent le fonctionnement difficile. Je suis patron marketing, je ne prends pas forcément le jeune de 30 ans qui vient des RH, on me dit qu'il est bien, mais moi je préférais quelqu'un de directement opérationnel. Donc je le recrute en externe ou je choisis moi-même en interne, mais bon, ça pose un problème parce que moi, on me demande des comptes. Donc très concrètement, une croissance de fait des recrutements externes pour des postes qui normalement sont dévolus à l'interne et des difficultés croissantes pour les moins reconnus, on va dire, d'évoluer en interne alors que leur carrière se déroule toujours sur le très long terme. Autre exemple, là aussi assez symptomatique sur la gestion de la performance, c'est une entreprise qui, là aussi, comme c'est une entreprise très solide, très explicite, très claire dans sa tête sur ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, c'est une entreprise qui explicitement assumait de reconnaître la manière, la sueur, historiquement. C'est-à-dire que pour les parts variables ou pour ce genre de choses, il y a la manière. La manière dont les choses sont faites, les moyens conditionnent la fin. Disons que c'est des gens qui considéraient que c'était vrai. Et donc, historiquement, ils ont beaucoup reconnu ça. Mais depuis 10 ans, bien évidemment, ils passent progressivement, comme tout le monde, au KPI. C'est-à-dire que des gens dont on reconnaissait l'effort se sont vus jugés sur des logiques de KPIs, donc qui sont des indicateurs parfois globaux et parfois assez loin de la contribution individuelle. Donc là aussi, il y a des gens qui s'adaptent très bien, il y a des gens qui veulent ça, puis il y en a beaucoup qui se sentent très mal à l'aise. Voilà. Donc ça, c'est le prix. Donc, première vertu de cette démarche, elle a au moins, la démarche dont on parle, elle a au moins cette énorme vertu, c'est qu'elle amène, alors il faut que les gens soient partants, mais elle amène des gens à converger sur ce genre de constat. Et donc à expliciter qu'on a vraiment des problèmes, des questions en tout cas, des questions managériales, des questions RH posées sur ces thèmes-là. En synthèse, ce qu'on voit, mais ça c'est au-delà de ce cas-là, mais ce qu'on voit de manière un peu générique, c'est que les gros points de crispation, c'est l'horizon de temps de la relation. On est de fait aujourd'hui dans un monde d'insécurité, il faut quand même oser l'assumer par rapport à ce que d'autres ont pu vivre. C'est tout à fait vivable, sauf que si on attend de la sécurité et qu'on trouve de l'insécurité, ça ne va pas bien. On est dans un monde où il y a une question qui est posée sur les marges de manœuvre. Alors il semble aujourd'hui que beaucoup d'entreprises travaillent vraiment là-dessus. Je crois d'ailleurs que c'est le thème de ces journées-là, mais néanmoins il y a des questions là-dessus. Et puis il y a qu'est-ce que c'est reconnaître quelqu'un, même sans parler de performance, qu'est-ce que c'est reconnaître quelqu'un, etc. Voilà.
trois thèmes qui encapsulent bien ces déséquilibres. Ceci relativement concret. Maintenant, je vous propose de remonter d'un petit étage. Alors, on rentre dans une petite grille de lecture qui vaut là aussi vaut ce qu'elle vaut, mais on l'utilise depuis 3 ans et on la prolonge aujourd'hui par de nouvelles réflexions. Et je pense que si elle ne dit pas tout du réel, elle est bien une petite question. Elle part d'une définition d'un mot qui, alors là aussi, qui peut valoir ce que ça vaut. On distingue dans cette réflexion le mot transactionnel et le mot relationnel. Le mot relationnel est un peu ambigu. Le mot transactionnel va un peu mieux. Une relation transactionnelle, on va dire à la caricature, c'est une relation terme à terme où tout est explicite, donnant-donnant. Borné dans le temps, je fais ça, tu me donnes ça, c'est un travail à la pièce, enfin c'est bon, voilà, c'est bon. Voilà. Un mode relationnel, c'est un mode qui, donc, à la caricature, est totalement implicite, et l'ajustement se fait au fil de l'eau entre les deux parties par le biais de la relation. Donc c'est pas borné dans le temps, coproduit dans la durée entre les parties. Voilà, un petit verbatim tout bête, mais qui néanmoins enfin, a quand même prévalu assez souvent, enfin, me semble-t-il, dans pas mal d'entreprises, avec des gens de bonne volonté. Mais c'est un peu la caricature. Voilà. Bien évidemment, dans la réalité, il y a les deux. Dans un contrat donné, il y a les deux, bien évidemment. Alors après, la lecture des mouvements. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on se risque un peu. Si on s'amuse, j'ai toujours facile de positionner des axes transactionnels et relationnels, on a tendance assez vite à considérer que le modèle français traditionnel est plutôt du côté du transactionnel plutôt faible et du relationnel plutôt fort. Comme le positionnement traditionnel du contrat anglo-saxon est plutôt côté transactionnel fort et relationnel faible. Les KPIs n'ont jamais ému quiconque aux États-Unis. Ils émeuvent beaucoup plus en France. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est un point de départ. Ce qu'on a tendance à poser comme évolution, à vivre, mais c'est d'ailleurs ce qu'on vit, enfin, ce que l'on vit dans les entreprises de manière assez générique depuis 10-15 ans, c'est que pour des raisons d'adaptation à un contexte qui transcende largement le territoire national aujourd'hui, beaucoup d'acteurs français, d'acteurs économiques français ont mis en place des méthodes d'origine anglo-saxonne, puisque c'est celle-là qui domine le monde. Mais qui se sont probablement pas suffisamment posé deux questions. La question que, après tout, tout mouvement se gère, est-ce que les gens on ne fait pas table rase de ce que les gens ont dans les têtes aussi facilement par la simple rationalité, voilà. Et la deuxième, c'est que peut-être même les anglo-saxons eux-mêmes n'étaient pas toujours si caricaturaux que ça. Deuxième question. Mais en tout cas, on a introduit dans beaucoup de grandes entreprises en particulier, on peut même dire depuis quelques années dans l'administration, dans la fonction publique, de manière assez systématique, ce qu'on appelle culture du chiffre aujourd'hui omniprésent dans les discours, c'est exactement, alors je ne dis pas qu'on parle de la fonction publique, c'est différent, pas forcément d'un très fort relationnel, même si la relation régule la relation régule le terrain. Ceci étant dit, on est passé à un transactionnel très très fort. Et que l'enjeu aujourd'hui, c'est probablement pas de déserter le champ du transactionnel, c'est-à-dire l'explicitation plus forte, les attendus de performance plus élevés, mais en tout cas de travailler sur la reconstruction de pratiques, de modalités relationnelles qui soient plus en ligne avec nos besoins et nos aptitudes aujourd'hui. Alors, petit rebouclage avec l'introduction sur la confiance. J'ai rapidement évoqué deux natures de confiance potentielle, confiance cognitive, confiance affective ou confiance émotionnelle. On pourrait imaginer que ces deux schémas de la confiance correspondent aux aires qui sont dessinés là, et que comme rien n'est manichéen dans les faits, rien n'est dichotomique, la vérité mêle les deux et serait donc à l'endroit, là où c'est le plus puissant, c'est à l'endroit qui est surligné. Voilà. Donc voilà, ça, cette histoire-là, parce que c'est une histoire, c'est une histoire. Alors juste quand même pour l'anecdote, dans mon cabinet, qui est un petit cabinet de 50 consultants, on a fait formellement l'exercice du contrat, parce que comme toute entreprise, on a nos soucis managériaux et nos soucis sociaux, et on a depuis 2 ans et demi on pilote encore un projet d'entreprise qui s'appuie entre autres, pas uniquement, mais entre autres sur le contrat. Et moi, je témoigne, enfin moi je suis convaincu de ça, que c'est quand même beaucoup mieux de dire aux gens que leur métier va être dur, qu'on va attendre ça d'eux, que de leur promettre qu'ils vont faire des missions merveilleuses en voyant des gens merveilleux.
Hein. C'est plus facile de partir d'un côté que de partir de l'autre. Et ça, c'est l'explicitation du contrat. Et quand on met bien comme ça collectivement dans les têtes les attendus réciproques, on avance bien. Deuxième élément très important, c'est que, et ça beaucoup d'entreprises le font aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a l'aspect collectif et l'aspect individuel. Et on va y venir, je pense, en termes de conclusion. C'est que ceci s'entend en dynamique collective, quel est le contrat de notre collectif, mais ceci se régule au niveau de l'individu. Hein, quel est le contrat individuel? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui reviennent à quelque chose qui a existé déjà au fil des années, hein, mais ça reprend une résonance significative, c'est la notion de projet individuel. Alors là aussi, attention, ceci étant dit, il y a bien une vraie question de projet individuel et d'interface entre le projet de la personne et celui de l'entreprise, ne serait-ce que parce qu'on y passe 12 heures par jour. Alors, en guise de conclusion, cette notion de juste distance, alors là, on est sur une autre histoire. Hein. Depuis un an, on est reparti avec Frédéric Petitban et Hubert Ekman pour travailler sur le thème de la proximité. Hein, puisque tout ça, cette notion de relation, renvoie quand même, le mot est aussi ambigu que celui de confiance, aussi mou, mais c'est bien la question de la proximité. Et en travaillant là, depuis une petite année là-dessus, soit de façon un peu académique, soit en discutant avec plein de clients, parce que quand on parle de proximité client, proximité managériale, c'est un mot qui fait parler les gens souvent. Donc on arrive à cerner le sujet, et on en arrive aujourd'hui à la question de la juste distance, en fait. Hein. Ce qu'on constate de façon caricaturale, parce qu'in fine, les deux se mélangent généralement, soit on est trop loin, on est un peu dans la caricature, on raconte des histoires, soit on est trop loin, performance, KPIs désincarnés, process meurtrier, on n'a pas évoqué le vécu des process, mais cette soif d'intégration des entreprises autour de process top-down est une réalité assez étonnante encore présente aujourd'hui. On voit des entreprises qui, même sans se poser la question, veulent intégrer un champ, disons les RH, en implémentant de façon top-down des process. Aucune condition par ailleurs n'est prête, hein, l'organisation n'a pas été réfléchie, les gens, on considère qu'en mettant en place un système d'information avec des process qui correspondent aux best practices, ça marche. Je peux vous jurer que ça ne marche pas. Ça marcherait si on avait prévu un certain nombre de conditions préalables, si on avait été jusqu'au bout de l'intention stratégique. Mais bon, dans les faits, ça ne marche pas, ça coûte cher. Donc voilà, donc trop loin. Moi, je rencontre alors c'est les époques, mais depuis un an, il y a des gens qui s'expriment, y compris au top niveau, sur ce genre de sujet. Et on rencontre aujourd'hui des patrons qui vous disent mais il faut arrêter d'envoyer des PowerPoints sur la table des gens pour leur expliquer ce qu'il faut faire, quelle est la stratégie. Ce qu'on ne disait pas il y a 2-3 ans, me semble-t-il, ou alors pas dans les grands groupes. Aujourd'hui, ça devient de la parole publique, quand même, donc c'est plutôt bon signe. Technologie, normalisation, distance sociale, triangle du top-down. Enfin, là, on peut même excéder les frontières de l'entreprise et rencontrer ce genre de questions. Donc ça, c'est le trop loin. Le trop loin, d'ailleurs, qui là, lui, date pas de 15 ans, qui est un phénomène, mais on est... Enfin, juste, on évacue le sujet, mais derrière, il y a, j'en suis convaincu, un état de scientisme de nos sociétés. Hein. On prétend que la rationalité locale s'applique au global, et personne ne s'est posé la question que ce qui était local, pourquoi ça marchait au niveau global, et vice-versa. Or, on applique exactement les mêmes modes de raisonnement au niveau micro et au niveau macro. Ça, bon. Et ce qui explique que du monde académique au monde de l'entreprise, on prétende une seule logique, une logique de type analytique, mécaniste. Donc le trop loin, omniprésent, c'est facile, ça donne du sens. Soit trop près, parce que dans le même temps, on a ce phénomène qu'on vit aussi, c'est qu'on est à la fois trop loin, mais on est écrasé. Et là, j'insiste, moi j'ai tendance à penser que c'est aux mêmes endroits que les deux opèrent le plus. C'est-à-dire que la même entreprise qui sera extrêmement top-down, aujourd'hui extrêmement process, extrêmement KPIs, sera la même qui aura tendance à se positionner très près de ses collaborateurs par ses messages de com, par sa communication RH, etc. Donc le trop près, il y a des données très difficiles à gérer, qui sont des données technologiques. L'accélération et l'immédiateté, on le vit tous. Moi, quand j'ai commencé dans le métier du conseil à IDRH, il y a plus de 20 ans, on avait des casiers. Quand on était en déplacement 3 jours, on mettait le mot dans le casier du collègue, et quand on repassait, on n'avait pas de portable, ni micro, ni téléphone, et on envoyait la réponse 3 jours plus tard en passant dans le casier. Et on pouvait bien pour autant gérer les mêmes clients qu'aujourd'hui. Alors eux-mêmes n'allaient pas au même rythme. Ceci étant dit, l'individu lui-même, c'est factuel, c'est quand même plus facile à gérer, c'est un peu moins écrasant. Il y a le thème de vie privée et professionnelle qui est un débat qui, à mon avis, c'est pas mon avis, ça me semble, c'est l'air du temps, va être celui de l'année ou des 2 années qui viennent, alors pas forcément dans les meilleurs termes du problème, mais aujourd'hui, il y a vraiment tout un discours qui se développe sur l'optimisme, le bonheur au travail, etc., dont on peut vraiment se poser des questions
sur le lien entre le travail et le bonheur. Voilà, parce que là, on est bien dans le trop près pour moi. L'injonction au bonheur est aussi quelque chose de très présent dans les entreprises. Dans une grande entreprise où j'étais récemment, j'ai vu une pub RH, là, où explicitement, il y avait un monsieur qui faisait du rugby, je crois, tout ça, très bien. Bon, il réussissait au travail, et un des commentaires, c'est que sa femme était fière de lui pour sa réussite au travail. Très honnêtement, ça fait un peu frémir. Enfin, voilà. Là, pour moi, on est dans le trop près. C'est des entreprises qui le font en toute bonne conscience, parce que ce dont ils parlent est incontestable. La fierté du travail est incontestable. Donc, on a le droit de le dire. On est dans le trop près. Donc, aujourd'hui, nous semble-t-il, on est bien dans ce trop loin, trop près, c'est-à-dire qu'on a perdu, je ne sais pas si on ne l'a jamais eu, en tout cas, on peut se poser la question comment on l'a construit, une juste distance. Qui serait probablement une meilleure définition que de la proximité, que de penser la proximité, c'est au plus près. La proximité, en fait, c'est pas au plus près. La proximité, c'est l'interaction. Ce qu'on peut appeler proximité, c'est le phénomène d'interaction et pas le phénomène de fusion. Donc là, et ça sera un peu la conclusion, et c'est les thèmes qui probablement ont occupé votre journée, et qui sont nos thèmes de travaux aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour des marges de manœuvre, redonner des marges de manœuvre. Donc c'est compliqué, mais c'est en fin de compte très très faisable. Beaucoup d'entreprises travaillent là-dessus. Ça passe par les systèmes d'évaluation, les systèmes de gestion de la performance, ça passe par les collectifs de travail, beaucoup par les collectifs de travail, c'est-à-dire qu'il s'agit de redonner de la marge aussi aux collectifs et pas simplement aux individus, ce qui rejoint le thème de l'apprendre ensemble. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus. Enfin, c'est basique, c'est basique. C'est pas des méthodologies très lourdes, mais c'est de favoriser le travail collectif, l'expression collective, l'identité au métier au niveau collectif, la recherche de solutions au niveau collectif. Et peut-être d'ailleurs, parfois c'est ce qui est intéressant, moi j'ai commencé à travailler à l'époque des cercles qualité, ça a été mes premières expériences, ce qui correspondait un peu à cette idée. Aujourd'hui on voit des entreprises qui sont plus ouvertes que ne l'étaient les cercles qualité. Les cercles qualité qui étaient probablement une très très bonne méthode, mais fixaient quand même un but très, très défini, a priori. Aujourd'hui, dans des entreprises, y compris des entreprises très, très, très lourdes et très sérieuses, on laisse au groupe beaucoup plus de marge de manœuvre quant aux questions qu'il doit se poser, aux réponses qu'il doit y apporter. Donc bon, voilà. Il y a tout ce qui est autour de la reconnaissance du métier, qui passe entre autres par ces biais-là, mais qui est aujourd'hui là aussi une vraie question. Et puis il y a le thème fondamental qui est le lien entre la norme et la régulation de proximité. Donc je ne vais pas en traiter. La norme, bon, c'est l'explicitation, j'en ai un peu traité, et la régulation de proximité, c'est le management. Je crois que vous avez pas mal abordé, et les RH. Et j'insiste beaucoup sur les deux, parce que il me semble très dangereux, comme on le voit parfois, de très bonne foi, de dire que le management est responsable de ceci. Ce qu'on voit parfois, on va déconcentrer sur le management pour qu'il puisse réguler. C'est très bien, il faut le faire probablement, mais si on ne fait que ça, bon, pauvre management. Je suis manager, j'encadre une équipe. Moi, j'aime bien quand il y a des RH sérieux et compétents à mes côtés, parce que je pense que justement, cette gestion de la juste distance passe par des collectifs qui sont sur des endroits différents.